Mikhail Kalatozov est un cinéaste qui est né en Géorgie en 1903 et qui a fait à peu près tous les métiers du cinéma possibles et imaginables. On est encore à ses débuts dans le cinéma muet. Et il se fait notamment remarquer en 1930 avec un documentaire qui s'appelle Le sel de Svaneti, où il va en fait dans une région très reculée du Caucase filmer une civilisation qui vit vraiment un peu à l'écart de la civilisation et fait déjà des prises de vue qui sont extrêmement impressionnantes. Il y a notamment un travail ethnologique de découverte de toutes les coutumes de cette peuplade et en même temps un travail esthétique très marqué avec des plans en contre-plongée, obliques, etc., qui sont très forts d'un point de vue visuel et qui vont marquer les esprits. C'est encore un documentaire muet, à la fin duquel il doit néanmoins céder à la propagande soviétique pour expliquer que bientôt cette civilisation sera reliée par les routes grâce au plan quinquennal, etc. Donc les 5 dernières minutes établissent tout le discours nécessaire. C'est quelqu'un qui va avoir des petits soucis avec justement le régime parce qu'il y a toujours évidemment une nécessité de coller à l'idéologie dominante et pour à un moment se racheter. Il va passer vraiment du côté administratif, il va devenir l'administrateur en chef de la production soviétique cinématographique, ce qui va le mener à d'assez hautes fonctions, et il va notamment avoir une expérience particulière puisqu'il va être attaché culturel à Los Angeles de 1941 à 1945. Ce qui va lui permettre de se nourrir du cinéma américain, ce qui est quand même chose peu commune évidemment à cette époque-là. Et il va donc découvrir ainsi le cinéma de Vincente Minnelli, de King Vidor, de Frank Borzage par exemple, et toute cette esthétique et cette écriture du mélodrame qui va profondément le marquer et qui va influencer sa carrière future. Après, au début des années 50, il revient et il va publier un film, sortir un film qui s'appelle Trois amis fidèles, qui est une comédie dont on n'a pas vraiment de traces en France à l'heure actuelle, et qui est une comédie qui a fait un gigantesque succès. Il y a plus de 35 millions de personnes qui vont le voir en Russie, et ça va donc lui donner une certaine assise pour mener à bien des projets qui seront un petit peu plus personnels. Il va donc jeter son dévolu sur une pièce de théâtre qui a été écrite par Victor Rossov en 1943 et qui s'intitule Éternellement vivant. L'auteur, le dramaturge, l'a écrite depuis l'hôpital ou blessé de guerre. Il évoque donc ce conflit qui n'est pas encore terminé à l'époque et dans lequel il va s'intéresser non pas aux héros dans une espèce de grande épopée, mais plutôt aux petits anonymes qui sont justement mutilés par la guerre. Cette pièce qui n'est pas exactement dans l'idée d'une valorisation patriote, mettra très longtemps à être créée puisqu'elle ne sera sur les planches qu'en 1956, moment où justement Kalatozov va la voir. Et c'est Rossov lui-même qui va travailler à l'adaptation de sa propre pièce, sachant qu'il va pouvoir évidemment élargir un petit peu le champ de la scène, avec notamment des scènes de foule, et bien entendu réactualiser le récit, puisqu'entre-temps, la guerre s'est finie, et il va donc apporter l'épilogue que vous avez vu ce soir. Donc pour la distribution, vous avez notamment l'héroïne qui est jouée par Tatiana Samoylova, qui fait à ce moment-là ses débuts et qui va être très remarquée, mais qui en fait par la suite travaillera surtout au théâtre et fera une très longue carrière. Elle sera notamment présente à Cannes pour les 50 ans du film et elle sera longuement ovationnée parce que son rôle a vraiment marqué à l'époque. Pour le tournage, Kalatozov va s'entourer d'une équipe très importante. Il va le tourner dans le studio principal, qui est la Mosfilm à Moscou. Et il va faire la rencontre d'un chef opérateur, directeur de la photographie, c'est le même poste, qui s'appelle Ussurevski, et qui est Roussevski, pardon, et qui est quelqu'un qui a appris à manier la caméra à l'épaule lors de son service militaire et qui après s'est mis à travailler pour les plus grands. Il a notamment travaillé pour Eisenstein sur Ivan le Terrible en 1944 et c'est quelqu'un qui a des visions souvent très ambitieuses et qui doit inventer les moyens mécaniques de les rendre possibles. Parce que c'est évidemment ça qui à l'époque est la grande difficulté. On est dans une période où tout évidemment se fait de manière mécanique et le
système même de la post-production tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec tous les outils numériques, bien entendu, n'existe pas du tout. Et il va donc à chaque fois avoir des idées, qui sont des idées souvent très ambitieuses, et devoir penser à la manière dont on va pouvoir mécaniquement les tourner. On a plusieurs séquences où on voit bien qu'on a des mouvements de caméra qui d'ailleurs ont vraiment sidéré à l'époque de la sortie du film et qui sont des mouvements qui commencent au sol en caméra à l'épaule et puis qui finissent sur des grues dans des plans d'ensemble. Et il y a donc toute une invention de système avec des électroaimants ou un opérateur qui va attacher une caméra à un câble puis à une grue pour pouvoir avoir ces plans en surplomb. Et le tout avec évidemment une fluidité où on ne voit pas justement la caméra qui bouge au moment où elle change, si vous voulez, de support. Et donc tout ça nécessite pas mal d'expériences qui vont faire évidemment un peu jurisprudence, puisqu'ensuite on va réutiliser ce type de technique. Il y a aussi l'une des premières scènes, lorsqu'on voit Boris qui monte l'escalier, qui est un plan qui est assez incroyable à réaliser, et pour lequel en fait l'opérateur a été donc suspendu à un câble, il est dans une nacelle, donc il monte dans le point central de l'escalier en colimaçon, mais encore faut-il qu'il puisse tourner en même temps que le personnage, l'acteur qui monte en courant, et donc il y a une personne qui monte de manière synchronisée en courant hors cadre et qui tient une longue barre en bois qui permet la torsion en même temps que la montée. Donc évidemment, il y a un grand nombre de répétitions qui sont nécessaires. Alors pour l'anecdote, à l'époque, en 1957, il y a un très jeune cinéaste français qui se balade dans Moscou avec une petite caméra un peu planquée parce que c'est pas tellement la période pour aller être un étranger et faire des prises de vue, c'est Claude Lelouch. Et il fait un film documentaire un petit peu sur la Russie. Et il a la chance d'avoir accès au studio de la Mosfilm et il assiste au tournage de cette fameuse scène de l'escalier. Et il est extrêmement impressionné par l'invention de ces techniques. Et c'est pour lui une révélation de tout ce qu'on peut faire poétiquement avec le cinéma. Et il reproduira d'ailleurs cette scène, filmée exactement de la même manière dans un de ses films, qui est Les uns et les autres en 1981. Vous retrouvez exactement la même montée d'escalier. Et il va contribuer en fait aussi à la renommée du film, puisque c'est Claude Lelouch qui, en rentrant en France, va mettre en contact le comité de sélection du Festival de Cannes avec Kalatozov en disant « Je crois qu'il y a un film assez incroyable qui est en train de se tourner, vous devriez demander à le voir ». Et le film va donc effectivement être sélectionné. Alors il sort d'abord en Russie, ce qui arrive souvent à l'époque. Les films sortent souvent dans leur pays d'origine avant d'être présentés à Cannes, donc dans le festival international. Et là aussi, c'est un gigantesque succès. Et il est donc présenté à Cannes en mai 58 et il va obtenir, comme vous l'avez vu au départ, la Palme d'Or, ce qui est d'ailleurs à l'heure actuelle le seul film russe à avoir obtenu la Palme d'Or dans l'histoire du Festival de Cannes. En France, ça va être aussi un gigantesque succès puisqu'il va dépasser les 5 millions d'entrées. C'est l'un des plus grand succès de l'époque, derrière les 10 commandements à l'époque, et puis une adaptation des Misérables avec Jean Gabin notamment. Donc c'est vraiment un film qui a une renommée internationale, et d'autant plus qu'il obtiendra aussi l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui est un doublé assez rare entre la Palme d'Or et cette distinction-là. Et Kalatozov va continuer à travailler avec ou sexy, puisqu'ils vont faire ensemble 2 films encore qui sont vraiment tout aussi beaux, tout aussi flamboyants. Il s'agit de La Lettre inachevée en 1960 et Soy Cuba en 64, qui malheureusement n'obtiendra pas le même succès parce qu'il ne va pas beaucoup plaire aux différentes autorités qui le verront, et c'est un film qui n'aura pas la distribution qu'il mérite, et ce sera une carrière qui aura du mal à se poursuivre pour Kalatozov. Alors, il faut évidemment remettre le film dans son contexte et se poser la question de la manière dont il est aussi le produit de son temps et du pays dans lequel il a été créé, et en se posant la question de l'idéologie qu'il va éventuellement véhiculer. Donc, très clairement, on a des éléments qui nous montrent bien qu'on est face à un film soviétique. Il y a quelques discours qui viennent ponctuer le film, dans lequel on donne évidemment des éléments de langage sur l'engagement qui doit être celui des patriotes, sur la manière dont on va fustiger les femmes infidèles qui restent
dans la vie civile, et ce discours final aussi qui vante les mérites de ceux qui ont réussi à servir le pays et les vivants qui reviennent vainqueurs. On a d'autres éléments qui viennent aussi nourrir cette idée-là. On le voit notamment, c'est très intéressant, et il y a peut-être aussi un double langage. On peut se poser la question de la manière dont le réalisateur illustre, tout en dénonçant un petit peu cette emprise-là, dans toute la première séquence où les amants évoluent dans des décors qui sont absolument gigantesques, dans lesquels ils sont seuls, et il y a quelque chose qui a l'air d'être trop grand pour eux, une sorte d'inquiétude un petit peu, même si c'est extrêmement esthétique et très beau, et aussi ce retour des deux, chacun dans leur appartement, où en fait on leur fait comprendre que ce qu'ils pensaient être secret et intime ne l'est pas du tout. Personne ne dort, on a beau avoir les yeux fermés, tout le monde fait des commentaires sur on sait très bien où ils étaient, avec qui ils étaient, etc. Donc il y a aussi cette idée d'une intimité, d'un individualisme qui n'a pas vraiment le droit de citer d'une certaine manière. Et bien entendu, la séquence finale peut aussi être vue comme une sorte justement d'éloge de la collectivité, avec ce personnage qui renonce à son individualisme et qui va distribuer ses fleurs à toute la nation et vraiment épouser la cause commune soviétique, si vous voulez. Donc ça, ce sont des éléments qui, bien entendu, peuvent être contextualisés de cette manière. Il faut quand même préciser qu'on est dans la période du dégel. Donc Staline est mort en 1953 et Khrouchtchev a très clairement énoncé une nouvelle période, la fin de ce culte de la personnalité, et ça va permettre au cinéma soviétique et russe un rebond, parce que très clairement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma est à la botte de la propagande, et on ne peut pas faire autre chose que des films de commande qui sont à peu près toujours les mêmes. Et c'est là que le film devient plus intéressant, parce que c'est un film de guerre qui est quand même un film à la tonalité très singulière. On n'est pas du tout, et là, de ce point de vue-là, on approfondit ce qui a été vu dans la pièce, mais on n'est pas du tout dans un film épique, héroïque, qui va vanter les grandes figures et inscrire une sorte de légende dorée. Au contraire, on s'intéresse plutôt à ceux qui restent. Les images du front, eh bien, il y en a très peu en réalité, et surtout, elles ne nous montrent pas du tout un héroïsme, elles nous montrent des gens qui tombent sous les balles de manière complètement aveugle, et on nous montre aussi ceux qui reviennent mutilés, physiologiquement, psychiquement aussi, et aussi sur leur vie amoureuse. Donc, ce qui intéresse plus dans ce film-là, c'est de montrer cette contagion de la guerre et tout le mal qu'elle cause, notamment parmi les civils. Et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse aussi à la vie des femmes, des épouses, et à cette société. Et là, pour le coup, si vous regardez ce qu'on dit de la collectivité civile, c'est quelque chose qui est absolument loin d'être luisant, puisqu'on a le marché noir, on a les profiteurs de guerre, on a tout le trafic pour ne pas être mobilisé. Et c'est une société qui a l'air d'être pourrie par une forme de favoritisme. L'argent est toujours aussi présent. Et si vous regardez, c'est une société aussi mortifère, sans enfants, dans laquelle les rares enfants qui sont montrés sont des orphelins. Et deux écoles sont montrées. La première école, c'est celle où on a le centre de mobilisation. Et la deuxième est transformée en hôpital. Comme si justement, donc, plus aucune vie ne pouvait exister du fait de cette guerre à l'extérieur, mais qui va véritablement contaminer tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Il est à noter d'ailleurs que la conversation qu'a Véronica avec sa voisine, professeure d'histoire, a été réécrite pour le film. C'est-à-dire que dans la pièce, c'était l'occasion, en 1943, au moment où elle est rédigée, d'un discours comme on pouvait l'attendre, de la prof d'histoire qui explique que le sacrifice est nécessaire pour des lendemains qui chantent, etc. Dans le film, elle hésite, elle ne sait pas dire à Véronica ce qu'est le sens de la vie, et au moment où elle pourrait commencer, elle est interrompue. Donc on voit bien ici une évolution du discours et quelque chose qui est beaucoup moins marqué, qui est plus pessimiste et qui est plus critique aussi, si vous voulez. Et
c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on peut comprendre le succès international. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup heurté l'audience internationale que de voir que forcément il y avait un marquage idéologique. Parce que si on regarde la manière dont le film est écrit, en fait, il va y avoir une série d'éléments qui sont des invariants littéraires très généraux et dans lesquels on va retrouver tous les ingrédients de la tragédie et en réactualisation un petit peu du mélodrame. La tragédie, on la retrouve dans des motifs qui sont celles du couple d'individus qui va être bouleversé par les grandioses événements de l'histoire. L'histoire avec sa grande H, pour reprendre la fameuse formule de Georges Perec, cette histoire qui sacrifie les individus. Et là, on retrouve cet élément-là dans un peu comme on l'aurait chez Tolstoï, par exemple, dans Guerre et paix, avec aussi cette héroïne qui se retrouve, elle, dévorée par sa passion, par sa culpabilité et à un moment à la marge même de la société bien pensante et qui songe à un suicide, un peu comme Anna Karénine. Donc on retrouve ces motifs de la même façon. Le message qui n'arrive pas, c'est Roméo et Juliette. Il y a aussi cette même idée de la communication différée et qui va accentuer toute la dimension tragique, si vous voulez. La différence et la réactualisation, et on en reparlera un petit peu plus tard, c'est qu'on n'est ici pas dans une tragédie générale, mais dans un élément du mélodrame. Et le mélodrame fait toujours composer les personnages avec un élément extrêmement réel. Le tragique dans le mélodrame, ce sont non pas des forces divines, mais des éléments très concrets. Le tragique, il est politique, il est social, il est économique, et on voit des personnages qui doivent faire avec la nécessité, qui n'ont pas le choix, ils sont plusieurs à le dire, à plusieurs moments, et qui doivent composer avec les contraintes qui sont les leurs. Reste à se poser donc cette question du formalisme du film, de cette esthétique extrêmement frappante et qui avait vraiment beaucoup impressionné à l'époque. Si on regarde, c'est très intéressant de voir que l'évolution en fait de cette forme esthétique et cinématographique. Au début du film, on est clairement dans un mouvement qui va suivre les élans du cœur et qui va être celui du lyrisme. Le lyrisme amoureux, toutes ces premières séquences, et notamment cette première montée d'escalier de Boris, on a une caméra qui se met en osmose avec l'euphorie adolescente, très innocente, des protagonistes. Et là, on rejoint d'autres cinéastes, et notamment qu'on a eu l'occasion de projeter ici il y a quelques années, qui est Max Ophuls, dans Madame II, certains s'en rappellent probablement, mais cet élan du cœur, cette symbiose entre la caméra et les mouvements de personnages portés par leur passion, c'est quelque chose... Madame II, c'est 53, c'est quelques années auparavant, on est vraiment dans la même idée. Et il y a évidemment cette volonté d'accompagner les personnages et de se mettre, si vous voulez, au diapason de leurs émotions, qui sont des émotions pures et qui sont des émotions qui, littéralement, les transportent et créent ce mouvement continu. Donc ce lyrisme-là, on va le retrouver dans toute la première partie du film. Après, bien entendu, il va virer à quelque chose qui dépasse simplement la beauté des sentiments. Parce que cette passion amoureuse, c'est une passion amoureuse qui va aussi, d'une certaine façon, virer à quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de passion déraisonnable. Et ça, on le voit dans une façon de créer des images qui sont des images qui vont, cette fois, lorgner du côté de l'expressionnisme. On en avait beaucoup parlé, notamment lorsqu'on avait projeté Citizen Kane, mais cette façon qu'on a d'avoir des courtes focales qui vous permettent d'avoir une zone de netteté sur un visage au premier plan et tout le fond, tout le travail constant, si vous l'avez remarqué, on a des contre-plongées quasiment permanentes, c'est-à-dire que la caméra n'a jamais l'air d'être véritablement placée à un endroit normal, c'est-à-dire à hauteur d'homme. On n'a pas le sentiment de voir des images qui seraient des images qui se passeraient dans un climat serein. Et ça, c'est évidemment la place des cadres, le travail sur la lumière qui est constant. On a toujours ces zones d'ombre sur les visages, des zones de lumière qui viennent isoler des regards qui souvent sont des regards coupables, des regards en biais ou des regards de colère. Et là, on va évidemment basculer vers une autre façon d'exploiter tout ce formalisme et qui sera la tonalité pathétique. Parce que si vous regardez, on va avoir une progression d'éléments récurrents qui vont changer progressivement de ton. La montée des escaliers de Boris va lui succéder la montée des escaliers de Véronica,
qui arrive dans cet appartement totalement bombardé. Et puis vous aurez la mort de Boris qui reprend le même motif du tourbillon, et d'ailleurs dans lequel on revoit en surimpression cette fameuse montée d'escalier avec ce fantasme du mariage qui n'aura jamais lieu. Et ce travail-là du tourbillon vous montre évidemment quelque chose qui va vers le tragique, qui passe du lyrique au pathétique, puis au tragique. Et là, on va avoir des séquences qui sont des séquences assez folles d'un point de vue esthétique. Vous avez le premier, qui est cette fameuse nuit où Marc va prendre de force Véronica, qui est un pur cauchemar visuel, où on travaille énormément tout l'espace, où vous avez une fragmentation du réel, où on voit la manière dont justement Véronica, avant de perdre connaissance, est en train de fragmenter pour essayer de ne pas être consciente de ce qui est en train de se passer, les bris de verre sur le sol, et puis ce fracas à l'extérieur du bombardement, ces lumières intermittentes. Donc tout, là aussi, est en osmose avec le fracas intime et personnel qu'elle est en train de vivre. Et on retrouvera encore ça dans une autre forme d'apothéose, qui est la tentative de suicide, qui là aussi est quelque chose d'extraordinaire dans la manière dont c'est filmé, avec ces saccades et un montage vraiment là qui nous renvoie aux grandes heures d'Eisenstein, de quelque chose vraiment d'extrêmement effréné, une course folle vers la mort, avec cette interruption finale. Donc on voit bien comment on est dans une logique esthétique qui n'a rien à voir avec un plaisir qui serait purement ornemental. Au contraire, on est toujours en osmose avec ce que vivent les personnages. Et c'est là aussi un des éléments les plus importants du film. Il faut aussi s'interroger sur ce parcours de Véronica, la manière dont elle arrive à évoluer ou non dans le film. Et parce qu'un autre élément important du pathétique, c'est la façon dont elle traverse ces foules dans deux scènes qui sont majeures. La scène où elle cherche à faire ses adieux à Boris, et la scène où elle a encore l'espoir de pouvoir le retrouver. Si vous regardez, ces scènes-là sont des scènes terribles dans la manière dont elles sont construites, parce qu'on a en réalité, si on résume les deux scènes, un personnage qui cherche à voir quelqu'un qu'elle ne va jamais réussir à voir. Et dans le montage, particulièrement dans la première séquence, lorsqu'elle cherche Boris pour lui dire au revoir, nous attendons et nous avons un montage parfois trompeur qui nous laisse penser qu'on va pouvoir avoir un champ contre champ. C'est-à-dire que nous avons des personnages, la femme qui regarde dans une direction, l'homme qui regarde dans l'autre, et nous pouvons, nous, être à un moment persuadés qu'en fait, leurs regards vont se croiser. Mais en réalité, ils ne partagent pas le même espace. Et donc ce travail-là est tout à fait passionnant, parce qu'il vous montre quoi? Et là, vous voyez bien qu'on est passé du lyrisme où ils étaient seuls dans un espace où tout allait bien pour eux, où ils possédaient un petit peu cet endroit-là, où ils se regardaient les yeux dans les yeux, à une autre forme d'émotion, où on va mettre en place toute une virtuosité de mise en scène, et notamment dans les plans séquences, pour montrer visuellement un personnage qui n'arrive pas à voir, qui ne voit plus celui qui part et qui ne verra jamais celui qui ne reviendra pas. Donc là, il y a vraiment aussi quelque chose qui a été très pensé du point de vue de la mise en scène. Donc ce parcours de Véronica à l'intérieur des foules fait d'elle, évidemment, le personnage principal. Et c'est un récit initiatique qui est aussi tout à fait intéressant et qui est à mettre en parallèle avec cette question cruciale qui est celle de l'individu et, si vous voulez, de la collectivité. Véronica est un personnage profondément individualiste et qui, dans sa période d'euphorie au départ, peut même se révéler un petit peu frivole et ne voit finalement rien autour d'elle. Et progressivement dans le film, on va la voir oser regarder autour d'elle. Elle est d'ailleurs, par Marc, condamnée à se renfermer aussi dans quelque chose qui va être de l'ordre du dégoût d'elle-même, puisqu'elle est souillée et qu'elle est possédée malgré elle par un homme, de la même façon que Boris lui explique dans la lettre qu'il n'a pas le choix, il doit s'engager. Elle n'a pas le choix, elle doit se marier pour avoir été souillée par cet homme. Donc il y a vraiment quelque chose aussi là qui est très intéressant sur la question de la nécessité. Et son chemin de rédemption, c'est aussi celui justement d'aller commencer à regarder les autres, notamment dans l'hôpital. Et avec cette scène extrêmement ambivalente,
où celui qui aurait pu être son beau-père fait ce discours pour calmer un homme en insultant sa femme infidèle, qui évidemment fait office d'insulte indirecte pour Véronica, et pourtant on comprend aussi qu'il s'agit de calmer cet homme et qu'il regrette aussi ce que peut entendre Véronica au même moment. Parce que lui, c'est la figure de l'altruisme pour le coup. Celui qui s'engage, le médecin qui va tout faire pour être au service des autres et qui, bien entendu, sera écœuré de voir les dérives possibles à travers la figure de Marc qui empire de scène en scène. Donc il y a quelque chose là qui va montrer Véronica qui progressivement est certes à contre-courant dans les foules, à chaque fois, c'est le personnage qui ne suit pas la foule, mais qui en même temps va progressivement accepter de la regarder. Parce que c'est un personnage assez complexe, c'est un personnage qui n'est pas totalement littéraire d'ailleurs. Si vous regardez, ce suicide littéraire à la Anna Karénine n'arrive pas, n'advient pas. On peut d'ailleurs rapprocher ce suicide avorté au dernier moment d'un film qu'on a projeté l'an dernier ici et qui était le film de Vittorio De Sica, Umberto D, où vous aviez la même apothéose avec ce désespoir total, l'idée de mourir. Et là, c'était son chien, Umberto D, qui justement créait une pulsion de vie et faisait qu'en voulant sauver l'autre, il se sauvait lui-même. Et là, c'est l'enfant. Mais il y a vraiment un peu le même motif qu'on va retrouver. Et donc, le personnage de Véronica, c'est celle qui va accepter progressivement de regarder les autres. Et c'est la raison pour laquelle il faut revenir une fois encore sur ces parcours dans la foule. Parce que si on regarde l'évolution de ces deux séquences majeures, on se rend compte que l'intérêt aussi de ces superbes plans séquences dans la foule, ce n'est pas seulement les personnages, mais ce sont tous les figurants autour. Dans la première occurrence, nous sommes du côté de Boris, surtout au départ. Et Boris cherche dans la foule à voir Véronica. Et la caméra, en suivant Boris, s'attarde très subrepticement sur une série de personnages qui, eux, ont la chance de pouvoir se dire adieu. Mais si vous regardez, ça nous fait un tableau très beau de tous ces individus, justement, qui doivent se dire adieu, avec jusqu'à l'autre qui veut s'occuper de ses choux-fleurs, etc. On a des choses très authentiques, très vraies sur justement ce que vivent chacun des personnages. Donc ce plan séquence n'est pas seulement au service d'un individu enfermé dans sa passion à lui, totalement individualiste, il est aussi l'occasion pour le cinéaste, le réalisateur, de s'attarder sur tous ceux qui les entourent et de vous montrer qu'une foule, c'est une somme d'individus qui tous sont émus et bouleversés de la même manière par la guerre. Et dans le deuxième plan séquence de la foule, où vous avez Véronica qui cherche donc cet homme décédé à la guerre, eh bien, c'est cette fois de son point de vue à elle, et elle qui va avoir la capacité de regarder enfin les gens qui sont autour d'elle, et notamment de leur donner ses fleurs. Donc elle-même a compris cette question de l'engagement et a la capacité d'aller regarder les autres. Donc il ne s'agit pas simplement d'un éloge de la nation, il s'agit aussi de montrer la capacité qu'elle a à dépasser son propre statut pour aller au-delà et voir les autres autour de lui et rentrer en empathie avec eux. Quelqu'un disait au moment de la sortie du film en Russie, nous pouvons enfin pleurer nos morts à la suite de ce film. Et c'est vraiment là l'objectif en fait de Quand passent les cigognes. C'est cette idée finalement de montrer que on n'a pas besoin d'être un héros pour être pleuré et que Véronica, en dépassant sa petite personne, eh bien, s'ouvre à l'empathie vers les autres et que de cette façon-là, elle est une sorte de contre-champ à la légende épique, contre-champ aussi au sens du chant qu'on chante, et sa mélodie à elle, beaucoup plus intime, eh bien, elle va justement transcender les frontières, elle va transcender aussi les époques, puisque malheureusement, on le dit, et comme la prof d'histoire le dit, eh bien, la guerre se répète, on en est les tristes témoins aujourd'hui, et c'est la raison aussi pour laquelle un film comme ça peut encore aujourd'hui avoir des résonances par rapport à la somme des individus qui est la salle de cinéma. Merci de votre attention. Merci.